Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer les informations depuis un pluviomètre. Alors, un pluviomètre, en fait, c'est un appareil comme ça. Donc ça, c'est le cache qui vient par-dessus. Il y a un trou. Quand il y a une certaine quantité d'eau de tombée, ça remplit ici le godet. C'est pour ça qu'on appelle ça un pluviomètre à godet. Il bascule. Là, il y a un aimant qui passe devant un petit contacteur à aimant qui va activer le contacteur à chaque fois qu'il va basculer à droite ou à gauche, puisque quand il est plein, il bascule sur la droite, et ensuite ça remplit le côté gauche, il bascule à gauche, et ainsi de suite. Donc ce pluviomètre, pour rappel, je l'avais eu dans la station météo que j'ai acheté et que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Je vous remettrai le lien en haut à droite pour ceux qui veulent aller revoir cette vidéo. Allez, on voit comment mettre ça en place, c'est parti. Alors, comme d'habitude, cette vidéo va être en deux parties. La première partie va consacrer vraiment le pluviomètre, savoir comment récupérer les informations de pluviométrie. Et la seconde partie sera comment intégrer le script de récupération dans notre station domotique qu'on est actuellement en train de se construire. Alors, pour commencer, le pluviomètre, donc, on a vu, c'est un godet à bascule, ce qui fait qu'il n'a pas de mémoire. Il y a juste un interrupteur qui est actionné au moment où le godet bascule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme on fait habituellement. D'habitude, on fait, il y a le début du programme, on fait une initialisation, donc setup, où on va initialiser toutes les variables, tous les capteurs à interroger, puis ensuite on interroge les capteurs. Capteur température, par exemple, on lui demande quelle est la température, il nous renvoie la température courante qu'il enregistre, qui capte. Et ainsi de suite pour tous les capteurs qu'on a vus jusqu'à présent. Ensuite, on envoie les données, on laisse un certain délai et on revient. Alors, l'inconvénient avec le pluviomètre, c'est que lui, on va pas pouvoir l'interroger pour lui dire combien de quantité d'eau il est tombé. C'est-à-dire que lui, à chaque fois que le godet bascule, il faut que notre OSP soit capable d'enregistrer que le godet a basculé. Donc pour ça, il va falloir qu'on fasse appel à un autre type de schéma. Alors, je m'excuse à l'avance pour le schéma, j'ai essayé de faire quelque chose de compréhensible, qui reste assez simple. Donc ici, on a nos capteurs, comme on a vu sur la première fois. Donc là, la seule chose, c'est que j'ai enlevé le délai, puisqu'on a vu après, plutôt que d'utiliser un délai, utiliser la fonction milice, qui nous permet de ne pas bloquer le programme, puisque le délai est une instruction bloquante. Donc ce qui fait qu'on vérifie à chaque fois si on a atteint le délai voulu. S'il n'est pas atteint, on reboucle, et puis quand il est atteint, on interroge les capteurs, on envoie les données, on revient au départ, et ainsi de suite. Donc là, ici, j'ai mis une séparation, puisqu'il va falloir, par contre, dans notre cas, avoir du temps réel, si on peut dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le godet va basculer, il faut que notre programme sache qu'il a basculé. Alors pour cela, on va créer ce que l'on appelle une interruption. Alors une interruption, en fait, donc là j'ai mis une fonction et ici il y a le programme qui tourne dans son sens. Et là pour le schématiser, ça se passe pas exactement comme ça, mais là c'est pour le schématiser, j'ai créé une deuxième branche, comme s'il y avait un deuxième programme qui tournait. Et là ici, on a juste une détection en entrée, c'est-à-dire que à chaque fois que le godet va basculer, ça va générer une interruption qui va être considérée comme une détection. La détection va incrémenter un compteur, et ensuite on revient en attente de détection. Et dès qu'on redétecte, pof, on incrémente le compteur, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on incrémente le compteur, donc bien sûr, on stocke le compteur dans une variable. Et là, donc on a, dans notre programme principal, on aura ici, pareil, savoir si le délai de pluviomètre est atteint. Alors il peut être le même que celui-ci ou pas. Alors généralement, on considère que pour avoir le nombre de millimètres par heure qu'il tombe, il faut faire un relevé tous les 6 minutes. Donc un relevé tous les 6 minutes, donc ici, on attend, est-ce que les 6 minutes sont atteintes? Non, non, non. Et quand il est atteint, une fois que les 6 minutes sont atteintes, on descend à oui. Dans ce cas-là, on interroge la variable compteur qui a été stockée là, et on l'envoie dans nos données. Donc là, on va l'envoyer à Domotix. Alors, pour ce qui est du code. Alors, j'ai déjà écrit tout le code, comme il n'est pas très long. Parce que j'ai remarqué, quand on le fait ensemble, la vidéo, elle s'allonge énormément. Donc, j'ai déjà fait le code. Par contre, je vais vous l'expliquer. Donc là, circular buffer, on verra après. Ici, on déclare quel pin est connecté notre interrupteur.
deux variables qu'on initialise. Alors la première, c'est le nombre, le compteur de bascule en fait. Ici, c'est l'heure du dernier envoi avec la fonction milice, qu'on a déjà vu dans une vidéo. Je vous la remettrai en lien en haut à droite. Ensuite, on a notre setup. Donc là, habituellement, on initialise la console. Ici, on va initialiser notre pin, donc le pin D5 ici, qui est le REN pin. On l'initialise. Alors là, je l'ai mis en input pull up. Pour monter un contacteur en mode pull up, donc il faut notre contacteur qui est à la masse. On le relie au plus via une résistance. Et à la sortie du contacteur, on va sur le pin de détection. Sur notre pluviomètre, en plus au contacteur, on va lui mettre un petit condensateur entre 10 et 30 nanofarads. Le principe étant vraiment de limiter au maximum l'effet rebond. Alors, le pull-up sert pour pouvoir vraiment différencier le niveau haut, le niveau bas quand le contacteur s'ouvre ou se ferme. Le condensateur, lui, va servir pour éviter, ou pour limiter l'effet rebond. Donc ici, on monte en plus en pull-up. Ensuite, on va déclarer notre interruption. Alors, pour déclarer l'interruption, en fait, donc on dit sur quel pin on veut gérer l'interruption. Donc, digital pin, on dit que c'est sur le REN pin qu'on a déclaré ici, qui est le D5. Et ensuite, on lui attache l'interruption en définissant derrière virgule le nom de la fonction qui sera appelée chaque fois qu'il y aura une interruption. Donc quand il y a une interruption, là on va appeler la fonction CNT REN. Et dans cette fonction, alors ici on lui met comme c'est une fonction qui est appelée par l'interruption, on lui dit de travailler en RAM, on fait juste un REN count plus. C'est-à-dire à chaque fois qu'il bascule, on additionne 1 dans le REN count. Et puis c'est tout, on ressort. Quand on fait des interruptions, ces fonctions doivent être le plus simple possible, il faut qu'elles soient le plus rapide possible. Parce que tant que ça s'exécute, il ne peut pas reprendre une autre interruption. Et ensuite, on lui dit quel type d'interruption on veut. C'est-à-dire là, on a trois possibilités. On peut mettre change, falling ou rising. Change, ça veut dire qu'il va se déclarer l'interruption à chaque fois qu'on va passer le contacteur de l'état haut à l'état bas ou de l'état bas à l'état haut. Falling, c'est quand il passe de l'état haut à l'état bas. Et rising, c'est quand il passe de l'état bas à l'état haut. Sachant que notre contacteur, par défaut, il est ouvert. Quand le godet bascule, au moment où l'aimant passe devant, il s'ouvre. Le contacteur se ferme. Et ensuite, il se réouvre quand le godet a basculé de l'autre côté. Donc, on peut prendre soit le rising, soit le falling. Sauf qu'avec le rising, j'ai remarqué qu'on avait beaucoup plus d'effet rebond qu'avec le falling. Le falling, pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Donc, c'est pour ça que ici, je l'ai mis en mode falling. Ensuite, on initialise notre temps. Donc là, on considère qu'on vient d'envoyer une donnée pour faire démarrer le chronomètre. Donc là, on enregistre le milice dans la scène, le dernier envoi. Et ensuite, on arrive dans notre loops, puisque le setup est terminé. Dans notre loops, en fait, on va juste vérifier si le milice actuel moins le temps du dernier envoi est supérieur à l'intervalle qu'on a défini là-haut. Donc là-haut, j'ai mis 120, puisqu'on va envoyer toutes les 2 minutes, donc ça fait 120 secondes. Et là, donc, si on est dans cet intervalle, alors comme c'est en millisecondes, c'est pour ça que je multiplie par 1000, puisque ici, les milices, c'est en millisecondes. Si je suis dans l'intervalle, à ce moment-là, je fais l'envoi du REN. Alors, l'envoi du REN, il se trouve ici, où là, on va initialiser une variable en float, puisque c'est une variable à virgule flottante. On va enregistrer tout de suite le lifetime, pour dire que le temps auquel on vient de faire l'enregistrement, ça correspond au milice actuel. Et ensuite, on a le temps de faire notre traitement. Le milice, lui, pendant ce temps-là, il tourne. Mais au moins, on est sûr qu'on repart à 2 minutes avant de commencer le traitement. Là, on va lui mettre que la pluie, donc un float qui est déclaré pour une variable pluie, qui va être égale au REN count. Donc le REN CNT, je vous rappelle, c'est ici, c'est celui-ci qu'on a compté à chaque fois que ça basculait avant qu'on vienne traiter l'information. Donc c'est une variable qui enregistre à chaque fois les basculements du godet. Ici, on la multiplie par 0.2794. Alors pourquoi je la multiplie par cette valeur-là? Parce que c'est la valeur qui m'est donnée par le constructeur, qui me dit que chaque fois que le godet bascule, c'est parce qu'il a été rempli de 0,2794 mm. Donc c'est ce qui va faire qu'à chaque fois,
s'il basculait 10 fois, bah, ça aurait fait 2,794 mm. Il y aurait eu beaucoup plus de 2 mm de tombée. Donc ça, c'est ce qui permet de pouvoir calculer les millimètres d'eau, et c'est donné par le constructeur du godet, puisque c'est lui qui définit son godet à combien il a été taré. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon Renkunde, je le remets à 0, comme ça si jamais il se met à basculer pendant ce traitement-là, ce sera compté pour le prochain traitement. Et là ensuite, alors une petite chose encore nouvelle, on va faire ce qu'on appelle un FIFO, c'est-à-dire, alors un FIFO c'est First In, First Out, ceux qui font de la logistique ils doivent connaître. On l'a déclaré ici, alors il faut déclarer un circular buffer, c'est pour schématiser, c'est comme un tableau, mais un tableau donc là, j'ai dit c'est un float de 3. Alors pourquoi j'ai pris 3? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut minimum 6 minutes pour faire le calcul des millimètres tombés par heure. Comme j'envoie toutes les 2 minutes l'information, mon programme, lui, il va stocker les 3 dernières fois. Donc 3 fois 2 minutes, ça fera bien 6 minutes. Et ce qui fait qu'à chaque fois, j'enverrai la moyenne des 6 minutes, des 6 dernières minutes à Domotix ou à autre chose si vous voulez envoyer à autre chose. Donc là, on va déclarer un circular buffer qui est également un nombre à virgule flottante. On l'a vu, puisque ici, on a 4 chiffres après la virgule. Et donc, on en déclare 3. Alors, comment ça fonctionne? Pour schématiser, vous imaginez 3 cartons. Et en fait, donc, il y a un carton 1, 2 et 3. On met quelque chose dans le carton 1, c'est la dernière chose que l'on a mise. On veut rajouter une chose 2 minutes après, on veut remettre une donnée. On va la remettre dans le carton 1, mais ça va pousser ce qui est dans le carton 1 vers le carton 2. Donc en fait, la dernière chose que l'on aura mise sera dans le carton 1, et la chose d'avant sera dans le carton 2. Quand on va remettre une troisième fois, bah ça va faire pareil. Le carton 2 va être dans le 3, le carton 1, le contenu va être poussé dans le carton 2, et on re-remplit dans le carton 1. Et ensuite, quand on va remettre, tout est plein. Mais le 3 va être poussé à l'extérieur, c'est-à-dire que il sera complètement disparu, il sera effacé. Et le 2 va devenir le 3, le 1 va devenir le 2, et on recharge dans le 1. Ce qui fait qu'à chaque fois, bah, c'est le premier arrivé qui est premier parti. Pour ça, on utilise donc le circular buffer. Et ça va nous servir, puisque comme on fait un relevé toutes les 2 minutes et qu'il faut faire une moyenne au minimum de 6 minutes pour pouvoir calculer le nombre de millimètres tombés par heure, bah, on aura les relevés qui ont été faits, les 3 derniers relevés qui ont été faits toutes les 2 minutes. Et ces 3 relevés-là, on fait une moyenne, qu'on calcule en moyenne à l'heure. Alors 6 minutes, c'est facile parce qu'on fait la moyenne des 3. Et ensuite, il suffit de multiplier par 10 pour faire 60 minutes, donc 1 heure. Et ça nous permettra de récupérer la quantité d'eau tombée par heure. Alors pour remplir, donc ici, on fait donc le hFIFO, c'est notre variable qu'on a déclaré là dans le circular buffer. On fait un push de la variable pluie, ici, qui est en fait le nombre de bascules multiplié par la quantité représentant chacune des bascules. Et puis là, on fait notre calcul. Alors là, pour faire le calcul, on va utiliser un index dans lequel on va récupérer donc l'index de chacune des boîtes, donc la 1, la 2, la 3 par défaut. Et ici, on fait une boucle, donc depuis l'index 0 jusqu'à l'index, jusqu'à la taille de notre FIFO, quoi, de notre circulaire buffer, et à chaque fois, on rajoute 1. Et ensuite, donc l'index, on prend une variable, donc hTotal, dans laquelle on va ajouter les 3 valeurs qu'il y a dans chacune des boîtes, en fait. Donc là, ce qu'on a récupéré ici, en fait, dans hTotal, on a maintenant la quantité d'eau tombée en 6 minutes. Et ces valeurs, donc, en 6 minutes, ici, on prend la quantité totale, on dit que c'est égal à elle-même, multiplié par 10, de façon à avoir la moyenne sur 1 heure. Et là, ici, je l'affiche dans la sortie série. Alors, on est maintenant prêt à compiler et téléverser notre programme. Par contre, avant, pour pouvoir utiliser le circular buffer, il va falloir installer une bibliothèque. Alors, la bibliothèque, comme d'habitude, croquis, inclure une bibliothèque, gérer les bibliothèques. Là, vous tapez circular buffer et on utilise celle-ci, circular buffer by Agileware.
Donc là, j'ai la 1.3.3, c'est la dernière au moment où je fais cette vidéo. Donc vous pouvez installer cette version. Bon, on va compiler le programme et puis vous allez voir comment ça se passe. Je téléverse. Je vais ouvrir une console pour qu'on y voit clair. Voilà, téléchargement full. Donc là maintenant, hop, je vais vous afficher la caméra. J'ai mis mon pluviomètre à godet. Et là, quand je le bascule, hop, en haut, il m'affiche bien ici une action. Voilà, donc là j'ai fait 3 actions. Donc normalement, 3 fois ici 2794. Donc là, bien entendu, comme il va prendre sur 6 minutes, ça va les réduire. Et si on attend maintenant les 2 minutes, donc au bout de 2 minutes, il va faire un envoi, comme si on faisait un envoi à Domotix. Voilà, il vient d'envoyer, donc exécution de la fonction getSendRain. Donc la quantité de pluie est de 0.84 mm. Alors là, j'ai mis 8, oui, parce que en fait, il va falloir la multiplier pour la renvoyer à Domotix. Mais sinon, la quantité de pluie, c'est ça. Alors vous voyez, hein, là, quand on regarde dans le loops, j'ai pas du tout de lecture de mon contacteur de pluie. Hein. Il n'y a pas du tout de lecture. C'est vraiment une interruption, c'est-à-dire que le programme est toujours en attente de cette interruption. Et si on regarde, hein, quand je bascule, c'est quasi instantané. Hein. Vous voyez, à chaque fois, je n'ai même pas fini de basculer. Dès l'instant où j'ai passé le point milieu, ici, il me marque action. Donc à chaque fois, c'est vraiment instantané. C'est-à-dire que là, si on a un programme qui est assez long, qui exécute différentes tâches, et qu'on a besoin d'avoir, même si c'est un interrupteur bouton poussoir, si on a besoin qu'il réponde tout de suite, à ce moment-là, on peut utiliser les interruptions sur un bouton poussoir, comme on l'utilise ici sur le détecteur de pluie. Enfin, pas détecteur de pluie, mais le pluviomètre. Voilà, maintenant on va voir comment mettre ça en place dans notre station météo. J'ai donc ouvert l'IDE avec le projet de la station météo. Donc on se retrouve avec notre projet, donc le point INO plus tous les onglets. Donc ici, déjà, j'ai créé un include avec 2 onglets, 2 nouveaux onglets que j'ai créés, dans lequel j'ai un pluvio.h, donc avec une macro qui est définie ici qui s'appelle pluvio.h. J'ai déclaré mes fonctions, et dans le CCP, j'ai donc mes fonctions, je retrouve mes 3 fonctions, donc l'initialisation, c'est la même qu'on avait ici. Hein. Ensuite, j'ai créé une fonction de relevé du pluviomètre. Donc cette fonction, en fait, elle va calculer la quantité d'eau qui est tombée, et elle va l'envoyer à Domotix via le SendData, et elle va l'envoyer, donc toutes les 2 minutes, on va envoyer le circular buffer, hein, c'est-à-dire qui est défini ici, on va envoyer la valeur de 6 minutes, qu'on multipliera par 10 pour avoir un calcul de millimètres d'eau tombée en 1 heure. Donc sur les 6 dernières minutes, on relève la quantité que ça représente si c'était tombé en 1 heure. Donc là, voilà, on a notre getPluvio, notre init pluvio, et ici, on retrouve le compte REN, donc qui permet à chaque fois de rajouter 1 à la valeur à chaque fois qu'on bascule, le godet bascule, on rajoute 1. Donc on retrouve exactement ce qu'on avait ici. Donc là, j'ai initialisé au départ l'ID de mon pluviomètre. Alors là, c'est le 1. Alors le 1 parce que en fait, mon Domotix de test a commencé à déconner, donc du coup, j'ai tout réinstallé à 0. Et pour l'instant, j'ai plus qu'un seul capteur, qui est un capteur virtuel qui représente donc là le REN, c'est-à-dire le pluviomètre. C'est un type REN, le pluviomètre. Pour le créer, je vais dans matériel, créer un capteur virtuel, et ici, je prends précipitation. Donc là, ça me donne ce capteur, donc qui est sur le 1, et on doit envoyer 2 valeurs, le S-value, donc qui sera à 0, le N-value, qui est à 0, donc là, il est à 0, mais ce sera la quantité d'eau en millimètres par heure multiplié par 100. Alors pourquoi multiplié par 100?
si je vais voir l'API du REN, ici, elle est là. Ici, donc, on envoie sValue 0, ensuite on envoie le REN rate et le REN counter. Le REN rate, c'est la moyenne donc des millimètres tombés dans une heure, multiplié par 100. Donc c'est pour ça que je le multiplie par 100. Et ensuite, ça, c'est la valeur totale de la journée. Le REN pin, c'est le pin sur lequel est connecté mon capteur, donc en pull-up. Mon REN count, au début, je l'initialise à 0, et là, il va s'additionner. Puis ici, à chaque fois que je vais envoyer les données, là, il va repasser à 0. Donc je le repasse d'abord à 0, et ensuite, je fais la transaction d'envoi vers Domotic, ce qui permet que si entre-temps il bascule, il aura déjà été remis à 0, donc s'il doit compter 1, il comptera 1. Que si je le mets à la fin, je vais le remettre à 0. S'il a recompté 1 de plus entre-temps, je vais perdre cette valeur. Donc c'est pour éviter de la perdre, je le compte tout de suite. Dans mon projet Inno, donc j'ai ça, et puis comme j'envoie toutes les 2 minutes, donc en fait, j'ai fait une variable qui s'appelle interrupteur pluvio, pas une constante plutôt. Ça c'est même pas une constante, c'est une macro, qui est ici. Donc j'ai dit c'est toutes les 120 secondes, donc multiplié par 1000 puisque ce sont des millisecondes. Et ici, j'initialise mon dernier relevé de pluviomètre à 0. Et là, une fois qu'il va le faire une fois, dans ce cas-là, ici, il va m'initialiser au current millis qui a été relevé en début du loop. Donc là, pour pas qu'il y ait d'erreur, pareil, je demande si la définition du pluvio H est... Si c'est défini, à ce moment-là, j'envoie getData pluvio. Si elle n'est pas définie, ça veut dire qu'ici, j'ai pas intégré le pluvio. Donc dans ce cas-là, ça plante pas mon programme. Le programme va le sauter, va sauter cette ligne-là. Et à l'initialisation des capteurs, c'est pareil, je l'ai initialisé ici, j'envoie vers le init pluvio à condition que mon pluvio soit intégré. Alors ici, donc là c'est ce qu'on avait fait dans le programme de test. Donc en fait, on fait un FIFO qui relève les 3 dernières valeurs qui ont été relevées toutes les 2 minutes et qu'on va ensuite additionner et multiplier par 10 pour avoir la moyenne millimètres par heure. Pour avoir un calcul de moyenne de millimètres de pluie tombée par heure. Et ici, donc, on l'envoie, donc j'envoie le 0, le sValue, sauf que mon sValue qui est ici, actuellement, j'envoie juste le total, donc, du REN rate, de la valeur REN rate. La valeur REN rate, on a calculé, non, ça c'est un texte, en fait, c'est la valeur du H total ici, donc qui représente 6 minutes multiplié par 10. Ensuite, on met un point virgule, et derrière, il faut que j'envoie également la valeur tombée dans la journée, c'est-à-dire la quantité d'eau tombée dans la journée, qui, elle, doit se réinitialiser tous les jours à minuit. Donc tous les jours à minuit, on repasse à 0, et ensuite on additionne tout le long de la journée. Et à 23h59, dès qu'on passe 24 heures, pof, on revient à 0. Alors pour faire ça, on va utiliser le NTP, c'est pour ça qu'on l'avait vu dans les précédentes vidéos. Donc le NTP, de mémoire, je crois qu'il était dans le Wi-Fi, effectivement. Donc il était là. Ici, on avait vu comment relever donc des heures pour récupérer les minutes. Alors par contre, de calculer si on vient de passer les 23 heures, au départ j'étais parti là-dessus, c'est pour ça que j'avais mis ces deux fonctions-là. On va rajouter une autre fonction. En fait, on va calculer le jour, puisqu'on peut récupérer les jours de 0 à 6, donc 0 étant le dimanche, lundi c'est le 1, mardi le 2 et ainsi de suite jusqu'au samedi qui est le 6. Donc ce qu'on va faire c'est récupérer le jour on va le stocker dans notre programme, de façon ici, à chaque fois qu'on va envoyer, avant on va vérifier si on a changé de jour, ce qui sera beaucoup plus facile que de comparer des heures, parce que si on compare des heures, il va falloir savoir si on l'a déjà fait ou pas, sachant que notre relevé peut se faire à 00, enfin à minuit 0, ou il peut se faire à minuit 1 minute, et s'il se fait à minuit 1 minute, est-ce que je l'ai déjà fait à minuit 0 ou pas? Donc le mieux c'est de stocker quel jour on est. Si on est dimanche par exemple, on est 0, je stocke dans mon programme, ici je vérifie, est-ce qu'on est toujours dimanche? Oui, donc je l'additionne. Est-ce qu'on est toujours dimanche? Non, puisque si on est passé à lundi, ce sera le 1, dans ce cas-là dans ma variable, je stocke le 1 pour dire que j'ai changé de jour, et ici on n'enverra pas le total, mais on renverra le total du dernier relevé
sans additionner avec les précédentes puisqu'on repart sur une nouvelle journée. Alors pour ça, on va commencer à aller créer une fonction pour vérifier le jour. Alors c'était dans le Wi-Fi, j'ai mes connexions NTP, donc ici, on va créer une nouvelle fonction, donc ça va retourner encore un entier. NTP D pour le jour. Ou NTP jour, on va l'écrire, alors on va écrire en français. Donc ici, retour INT du jour. Entre parenthèses, pour me rappeler, je vais mettre que 0 égale dimanche. Donc là, bah, on fait toujours comme pour les deux autres, on va faire un time update. Donc là, et ici, on va retourner, donc return time client point, et là, ici, je vais dans ma bibliothèque NTP client. Donc là, j'ai pas d'exemple qui est donné, donc dans ce cas-là, je vais aller voir mon fichier H pour connaître les valeurs publiques qui sont retournées. Donc public, ça commence à partir d'ici. Et là, ici, eh ben, j'ai un getD qui me retourne la journée, puisque ça, ce sont les heures, les minutes, les secondes, et ça, c'est la journée. Voilà, donc là, chaque fois que je vais interroger NTP jour, ça va me retourner le jour auquel on se trouve. Je reviens dans mon Pluvio. Dans mon Pluvio, je vais aller déclarer INT jour. Alors, je mets le jour courant, qui va être égal, par défaut, je vais lui mettre la valeur 0, mais ça, c'est pas grave. Numéro du jour courant. Par sécurité, je vais même la mettre en statique, pour être sûr que lorsque je vais sortir de la fonction, elle ne soit pas perdue. Théoriquement, non, puisqu'elle est en global. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que ça me permettra de l'un à l'autre. Si je l'utilise ailleurs que dans le pluvio.cpp, ça me permettra de la récupérer. Donc là, est-ce que mon pluviomètre est égal à 0? Oui. Ça, c'est pour le serial, c'est juste histoire d'avoir un retour. Donc là, maintenant, je vais me mettre ici calcul de quantité de pluie par jour. Et ici, ça va être envoi des données à Domotics. Voilà, donc là ici, calcul par jour, on va donc demander, alors il va falloir, je vais mettre le current jour égal, ça va être égal à ça, parce que là je l'ai pas déclaré. Je vous rappelle, hein, il y a les void, c'est les fonctions qui ne retournent rien, et puis int là c'est un entier, c'est parce que la fonction ici retourne un entier. Dans mon Pluvio. Donc maintenant que je sais quel jour on est, on va vérifier si je suis toujours au même jour. Donc if current jour est égal à jour courant. Alors je vais même pas faire est égal. Je vais faire s'il est différent. En fait, s'il est égal, on additionnera. S'il est différent, on fera des choses. Donc là, s'il est différent, ça veut dire que maintenant, bah en fait, mon jour courant va être égal au current jour. C'est vrai que ça veut dire la même chose, hein, sauf qu'il y en a en anglais et en français. Enfin, jour courant en français, c'est notre variable globale. Alors on peut aussi préfixer les variables avec GB devant pour dire que c'est une variable globale. Ça permet aussi de s'y retrouver après dans le code. Et là, il va y avoir, alors il nous manque une variable, en fait, c'est la quantité de pluie par jour. Alors aligner les choses, c'est toujours plus joli quand on relie un code que tout soit aligné. Je vais par sécurité la mettre également en statique. Donc là, ça va être un entier non signé. Que je vais appeler pluie jour. Voilà, on va encore être en égal 0. Donc le total de pluie tombée dans la journée. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est plus propre. Et là, donc, pluie jour, cette variable-là. Donc, si j'ai changé de jour, on va dire que pluie jour égale à, donc on la remet à 0, et on va quand même prendre, va être égal à 1. Alors, c'est même pas, je vais même pas prendre le FIFO, parce que ça peut mettre aléatoirement à l'une ou à l'autre, c'est pas. Le mieux, c'est de prendre la variable pluie,
La variable pluie, on la remet pas à 0, puisqu'elle se réinitialise à chaque fois, donc on n'a pas besoin de la remettre à 0. Par contre, donc ça, c'est vraiment le dernier total de pluie que j'ai eu. Donc, je vais mettre plutôt ici la variable pluie. Donc ça. Ensuite, on va dire, alors l'occurrence, elle est égale. Donc, on a mis la journée est égale. La variable pluie, on a récupéré les dernières valeurs. On va faire un else. Donc là, si la journée n'est pas différente, donc c'est la même journée. Donc, dans ce cas, on va dire que pluie jour est égal à pluie, ça va être pareil, en fait. Oui, puisqu'à chaque fois, on va rajouter ce qui a été calculé là. Donc du coup, j'ai même pas besoin de faire un else. Ce qu'il faut, c'est simplement que ça, je l'enlève de là. Ça doit se faire tout le temps. Je sais pas si vous avez suivi. En fait, si la journée a changé, à ce moment-là, je la rechange. Puis, alors, non, c'est qu'en fait, il faut faire ça. Puis, comme la journée a changé, je remets ma variable pluie jour à 0. Puisqu'on est sur une nouvelle journée. Donc, on repart avec un réservoir vide pour la journée. Et ici, on ajoute, une fois qu'on sort de la boucle, on ajoute que le pluie jour, la variable pluie jour, elle contient la quantité de pluie qui est tombée aujourd'hui, c'est-à-dire là, mon dernier relevé, puisque j'ai changé de jour. Et si c'est la même journée, on va venir directement ici. Donc là, il ne faut pas que ce soit pluie jour est égal à pluie, mais il faut qu'elle soit égale à plus égale pluie, c'est-à-dire qu'on prend la variable pluie jour et on additionne la pluie qui est tombée sur les 2 dernières minutes. Donc là, ça va bien m'ajouter toutes les 2 minutes la quantité de pluie dans la variable de journée. Si je change de jour, je remets ma variable de journée à 0, donc ici, je vais mettre ça plus 0. Donc là, j'ai bien ma quantité de pluie. Et donc ici, juste à voir à l'affichage pour débugger, là, je peux mettre pour mon rain count va être égal à pluie jour. En fait, mon nombre, il est décimal, il n'est pas entier. Donc là, ici, c'est pas un entier, c'est un float. Donc, pluie jour, c'est un float qui a plusieurs chiffres après la virgule. Donc, en fait, je prends ça, je le multiplie par 100. Alors, pourquoi je multiplie par 100? Parce que je vais le multiplier par 100 pour déplacer ma virgule de 2 chiffres vers la droite. Je fais un round, c'est-à-dire je récupère la partie entière. Et ensuite, je la redivise par 100, ce qui va me permettre de récupérer une valeur, un float avec 2 chiffres après la virgule. D'accord, c'est pas la peine d'en avoir 36 000. Pour celui-ci, ça va être pareil. Là, c'est bon, je fais un entier, c'est pour afficher. Mais pour le calcul, il faut que je dise que là, ici, alors lui, ce sera pas un entier non plus. Enfin, on reviendra dessus après. Là, plus, ici, donc je prends ma quantité de pluie multipliée par 100, je l'arrondis et je la redivise par 100 pour avoir 2 chiffres après la virgule. Et ça, je le convertis en string, puisque c'est un string. C'est une S-value, hein, donc c'est du string qui est envoyé ici au centre data. Là, ça va être la même chose. Par contre, ici, c'est pas un entier. Donc là, ça va être le round de ça, multiplié par 100. Oui, je fais le round. En fait, je fais le hash total. La partie entière multipliée par 100, ça va me mettre 2 chiffres après la virgule à chaque fois. Donc là, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, ici, oui, je récupère la partie entière. Et là, je le multiplie à 100 dans le round. Et ensuite, je l'envoie à Domotics. Donc là, voilà. Là, on est bon, normalement. Donc, on va faire un test. On va faire le téléversement. Ah, alors, j'ai une erreur. Ah bah oui, c'est un float, il peut pas être non signé. Ça, c'est parce que tout à l'heure, j'avais un... Au départ, j'avais mis un entier. Téléversement terminé, j'ai ouvert la console, donc là, il fait sa connexion Wi-Fi. Voilà, il m'a donné l'adresse. Si je bascule, hop, 2, 3 fois, donc ça fonctionne toujours aussi bien. Maintenant, il va falloir attendre 2 minutes pour qu'il envoie les infos à Domotics. Voilà, il vient d'envoyer, du coup il se connecte au MQTT. Enfin, il vient de me donner la réponse là qui s'affiche sur mon écran. Du coup, il se connecte au MQTT pour envoyer à Domotics. Donc là, on a bien l'exécution de la fonction getDataPluvio.
Il y a 0,84 mm, donc il envoie 8. Il me met 0,84 puisqu'il y a que 2 chiffres après la virgule dans le compteur de la journée. Et si on va voir, on retrouve bien donc nos 0,838 mm par heure de tombée de pluie et la quantité totale de la journée, donc actuellement à 0,8 mm. Donc notre pluviomètre est fonctionnel. Alors attention, petite particularité avec Domotix, ici donc à chaque fois on additionne, mais Domotix de son côté vérifie la cohérence également. Si par exemple j'envoie, alors je vais le faire par une API, hop, ici je vais envoyer un JSON, alors sur le 1 c'est bon, je vais envoyer, on va garder 83, et puis là je vais lui mettre, admettons 0, ou 0.1, ce qui n'est plus cohérent puisque pour la journée, en fait, j'ai envoyé déjà 0.8 et maintenant j'envoie 0.1. Donc dans ce cas, Domotix va être perdu, mais il va faire son propre calcul. C'est pour ça que c'est très important que notre script fasse le calcul pour envoyer quelque chose de cohérent à Domotix. Donc là, si je l'envoie, hop, donc je l'ai envoyé par l'API, en faisant directement dans l'URL, donc ok, il l'a bien reçu. Par contre, vous voyez, ici, je passe à moins 0,7, puisque Domotix a calculé 0,8 moins 0,1. Alors, il s'est complètement perdu. Donc, comme quoi, ici, le total doit bien être cohérent, surtout avec la quantité de pluie tombée sur la journée. Alors ça pourrait vous arriver si pour une raison quelconque, vous faisiez par exemple une mise à jour de votre OSP en pleine journée alors qu'il pleut. Vous allez avoir des données de pluie qui vont être incohérentes. Au moins pour la journée, quoi. Après, ça va revenir, une fois qu'on va changer de jour, ça va revenir cohérent. Mais sur la journée, au moment où vous allez faire votre opération de maintenance, ça va envoyer des données incohérentes. Donc ça, c'était juste une petite précaution, enfin, une petite information qu'il faut avoir, puisque si un jour vous faites une mise à jour de votre OSP, si c'est un moment où il a plu dans la journée, ne vous inquiétez pas de cette valeur, c'est tout à fait normal, c'est pas un problème du code que vous avez réinjecté. Donc voilà, on en a fini pour le pluviomètre. Maintenant on va continuer par la suite avec la girouette. Donc la girouette pour avoir le sens du vent, et puis l'anémomètre pour avoir la vitesse du vent. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous abonner, activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Cliquez sur j'aime si vous avez apprécié cette vidéo, ça me permet un peu de savoir, moi, le degré d'appréciation des visiteurs. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.